Dans un premier temps, je vais parler du dépistage et du diagnostic du cancer de la prostate, qui sera suivi par la suite par mon ami le docteur Ben Aqila. Il va parler du traitement et du rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer de la prostate. Donc je vais essayer d'être rapide, dire l'essentiel et essayer de faire passer le message. Donc je vais parler de la définition du dépistage. Donc le dépistage, c'est rechercher chez une personne en bonne santé apparente des signes d'une maladie avant qu'elle ne se déclare. Donc, dans le cancer de la prostate, on distingue deux types de dépistage. Il y a le dépistage individuel qui se fait sur la base de facteurs de risque personnels, c'est-à-dire l'âge, les antécédents familiaux, ou bien il est réalisé à la demande du patient et selon le contexte clinique. Le dépistage de masse concerne toute une population, mais dans le dépistage de masse, le critère d'efficacité d'un dépistage, c'est la diminution de la mortalité spécifique. Ceci n'est pas démontré formellement. Donc actuellement, certaines sociétés savantes sont pour le dépistage de masse, mais comme il existe un risque de surdiagnostic, dépistage d'un cancer qui ne serait jamais devenu symptomatique avant le décès du sujet, et qui entraîne des traitements en excès avec les risques d'effets secondaires inhérents, le dépistage de masse n'est pas recommandé. D'autres sociétés savantes sont pour le dépistage individuel et ils avancent des arguments. Lorsqu'il existe des facteurs de risque potentiels, il existe également un test de diagnostic précoce. La réalisation du dépistage peut, s'il est négatif, rassurer les hommes ayant des facteurs de risque. Un traitement curatif pourrait augmenter la survie spécifique et, dans certains cas, améliorer le pronostic individuel. Ce dépistage est décidé par le couple patient-médecin. Il repose sur la conviction du patient et du médecin que la détection précoce apporte un bénéfice sans trop d'effets délétères. Il est proposé entre 55 ans et 69 ans. Il se fait après explication des tenants et aboutissants du dépistage. Le cancer de la prostate représente un vrai problème de santé publique, notamment par sa fréquence. C'est le troisième cancer après celui du sein et du côlon. Il est la deuxième cause de mortalité après les cancers bronchiques. L'origine géographique et ethnique, on retrouve une grande incidence chez les Afro-Américains et une faible incidence dans les pays asiatiques, notamment les Japonais et les Chinois. L'incidence en France, elle est de 99,4 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. C'est les statistiques de 2009. C'est un cancer qui est rare avant 50 ans et l'âge de survenue médian au diagnostic est de 66 ans. En Algérie, c'est le troisième cancer masculin à Alger. L'incidence brute moyenne, elle est de 14,1 pour 100 000 habitants en 2010. Cependant, le professeur Hamouda a rapporté en 2011 une incidence de 13,1 pour 100 000 habitants. Le cancer de la prostate était détecté dans la majorité des cas à un stade avancé. Donc, le traitement, il ne pouvait bénéficier que d'un traitement palliatif. La physionomie de ce cancer a été bouleversée par l'avènement du PSA, l'antigène spécifique de la prostate, et les biopsies prostatiques éco-guidées. La conjonction de ces deux examens a entraîné une augmentation du nombre de cancers prostatiques diagnostiqués à un stade précoce, ce qui rendait un traitement curatif possible. Les facteurs de risque liés au dépistage, donc il y a l'homme supérieur à 50 ans, les antécédents familiaux, notamment les formes familiales, les parents de premier et deuxième degré, qui représentent 20%. C'est un gène à transmission autosomale dominante, l'origine géographique et ethnique, les facteurs alimentaires, l'alimentation riche en graisse animale. On a remarqué une augmentation de l'incidence de la population asiatique où le cancer était rare chez les gens qui ont immigré aux États-Unis. Les facteurs hormonaux, notamment le rôle de la testostérone, car c'est un cancer qui est androgéno-dépendant, qui est plus élevé.
qui est plus élevé dans la population afro-américaine. Et, comme vous le savez, il n'existe pas de cancer de prostate chez les eunuques. Quelle prévention dans le cancer de la prostate? Alors, ce qu'il faut savoir, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucune prévention primaire dans le cancer de la prostate, d'où l'intérêt d'un dépistage. Auparavant, on pensait que la vitamine E, le sélénium, avait un effet protecteur contre le cancer de la prostate, mais des études ont montré que les gens qui ont été soumis à un traitement par la vitamine E, on a remarqué chez eux, au contraire, une augmentation de l'incidence du cancer de la prostate. Par la suite, il y a eu des médicaments, notamment le phénastéride et le dutastéride, qui supposaient diminuer le risque de cancer de la prostate. Mais du moment où il n'y a pas eu de données suffisantes sur la mortalité spécifique et par rapport aux effets secondaires des deux médicaments, ils ne sont pas recommandés pour la chimioprévention. En ce qui concerne le diagnostic, donc les circonstances de découverte, le cancer de la prostate peut être de découverte fortuite, devant une anomalie au toucher rectal, un PSA élevé, anomalie biologique, anémie, hypercalcémie, anomalie radiologique, image d'osteocondensation bassin-côte, découverte histologique, exemple, c'est les copeaux de résection endoscopique, c'est pièce d'une adénomectomie. C'est-à-dire, on a fait le diagnostic d'un adénome de la prostate, mais une fois réséqués, les copeaux adressés à l'anapathe, ils sont revenus en faveur d'un adénocarcinome. Dans certains cas, il existe des manifestations cliniques, une symptomatologie urinaire représentée par une dysurie pour la chiurie, une impériosité mictionnelle, une hémospermie qui signe une atteinte des vésicules séminales, une hématurie atteinte de l'urètre ou bien du col vésical, une insuffisance rénale par obstruction urétérale bilatérale. La douleur, on a des lombalgies, c'est l'obstruction unilatérale du méa urétéral, des douleurs osseuses, c'est des métastases révélatrices, le bassin, le rachis, dorsolombaire et les côtes. Et le cancer de la prostate, il faut savoir que c'est un cancer qui est très ostéophile. Les autres symptômes, c'est les compressions médulaires orachidiennes et enfin les œdèmes des membres inférieurs ou bien des thrombophlébites. Comment dépister et poser le diagnostic? Alors, on a le toucher rectal, on a le dosage du PSA, le taux de base et la cinétique du PSA, c'est la vélocité. On a le score du PSA droit, l'imagerie, les biopsies guidées par l'échographie endorectale, et c'est enfin l'histologie qui confirme le diagnostic. Le toucher rectal, c'est l'examen fondamental en neurologie, il est non invasif, il se pratique en décubitus dorsal. Son but est d'apprécier le volume de la prostate, sa consistance, l'homogénéité, l'irrégularité ou bien l'induration d'un ou des nodules localisés à un lobe ou étendus à toute la totalité de la glande, voire une glande qui est totalement fixée dans le petit bassin. Il est nécessaire car dans 10% des cas, il est nécessaire car 10% des cancers prostatiques sont révélés par cet examen, alors que la valeur du PSA total est inférieure au seuil de normalité. Le toucher rectal est donc essentiel pour les informations qu'il apporte, mais il ne peut être suffisant pour porter le diagnostic du cancer et parfois il est normal. Il faut rechercher également ganglion de Troisier, un gros rein en rapport avec une obstruction urétérale, un globe vésical, l'examen des organes génitaux externes. Et il faut savoir que dans le cancer de la prostate, l'examen clinique est souvent très pauvre. L'antigène spécifique de la prostate, c'est une glycoprotéine découverte par Wang en 1979, spécifique des cellules prostatiques. Le PSA est un marqueur d'organe, c'est-à-dire la prostate, et non un marqueur tumoral. Il circule dans le sang sous deux formes, libre et liée. Sa demi-vie, elle est de 3 jours. Sa sensibilité, elle est de 75% et sa spécificité de 90%. Les valeurs normales sont de 0 à 4 nanogrammes par millilitre. Le PSA total suffit seul en première intention et une valeur supérieure au seuil de normalité impose l'avis de l'urologue pour la pratique ou non de biopsie prostatique.
Le dosage se fait selon des techniques immuno-enzymatiques et radio-immunologiques. Le taux augmente avec l'âge, le volume de la prostate, les pathologies infectieuses et inflammatoires, les manipulations prostatiques, c'est-à-dire l'échographie endorectale, le sondage urétral. Pour éviter les faux positifs, il est préconisé de demander le dosage à distance de toute manœuvre sur la prostate. Le PSA a une valeur pronostique, aide à la stadification initiale. Il est prédictif du bilan d'extension. Quand il est supérieur à 50 nanogrammes par millilitre, c'est sûr qu'il existe une extension extracapsulaire. Dans 80%, les vésicules séminales, les ganglions, quand il est supérieur à 100 nanogrammes, on a des métastases osseuses. Cette slide résume un petit peu tout ce qui fait augmenter le PSA. Le rapport PSA libre sur PSA total, il n'est pas recommandé en première intention dans le cadre du dépistage. La cinétique du PSA, c'est ce qu'on appelle la vélocité. Elle augmente, le PSA augmente plus vite en cas de cancer que d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il est utilisé comme critère pour la détection du cancer. Une valeur seuil supérieure à 0,75 nanogrammes par millilitre par an semble admise par tous les auteurs. Le score du PCA3, le PCA3, c'est un examen qui est en cours d'évaluation. Donc, il permet, c'est l'ARN messager du PCA3 qui est dosé dans les urines, après massage prostatique. Le rythme du dépistage, il n'y a pas de consensus. Donc, dès 50 ans, c'est le toucher rectal PSA, il est normal, il est annuel, tous les 2 ans, s'il est inférieur à 2 nanogrammes. La place de l'imagerie dans le dépistage du cancer de la prostate, ce qu'il faut savoir, qu'il n'y a pas de place pour les explorations radiologiques pour le diagnostic. Par contre, il y a juste l'échographie endorectale qui permet la réalisation des biopsies prostatiques. Il y a des études qui sont en cours d'évaluation en ce qui concerne l'IRM avant biopsie et après une première série de biopsies, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude. Le diagnostic positif repose sur des biopsies prostatiques écho-guidées. Il faut une préparation préalable du patient. On doit réaliser 12 biopsies au minimum, zone périphérique, la capsule et la zone de transition, 6 à droite et 6 à gauche. Les biopsies doivent être mises, une biopsie par flacon, identifiée, et le tout sera adressé à l'anapathe. Qu'apportent les biopsies prostatiques? Dans 85%, c'est un adénocarcinome. Les tumeurs endocrines, ils ont un pronostic sombre. Le sarcome, il est exceptionnel. Donc, l'anapathe doit préciser le nombre de biopsies positives, leur siège, touchant un ou deux lobes, le pourcentage de tissu envahi sur chaque carotte, l'extension extracapsulaire, l'infiltration périnerveuse, l'invasion vasculaire, et enfin, déterminer le score de Gleason. Ce dernier, c'est la somme du grade le plus représenté et du grade le plus agressif, et si la tumeur est homogène, on double le grade. Et ça va de 2 à 10. Les complications des biopsies, les complications générales, c'est le malaise vagal, l'hémorragie qui est maturée minime, rectorragie parfois abondante, hémospermie parfois qui dure plusieurs semaines, infectieuse, c'est la prostatite aiguë, et on a les rétentions aiguës d'urine, les frissons supérieurs à 38,5, où il faut une hospitalisation s'il existe des signes de gravité. Les indications, contre-indications des biopsies en matière d'indication, j'ai déjà parlé. Les contre-indications, c'est les patients sous anticoagulants, donc il faut switcher. Les antiagrégats plaquettaires, les infections urinaires aiguës, suspicion clinique ou biologique de cancer de la prostate, avec polypathologie réduisant la probabilité de survie. Le bilan d'extension, il doit comporter un scanner thoraco-abdominopelvien, une IRM prostatique avec antenne endorectale, un curage ganglionnaire, lymphadenectomie et une scintigraphie osseuse. C'est le PSA, il est supérieur à 10 nanogrammes par millilitre. Donc, une fois qu'on a le diagnostic, on peut classer notre tumeur. Donc, la classification TNM 2010, elle permet de classer le cancer de la prostate en 4 stades. Le stade 1 et le stade 2 qui sont des tumeurs localisées. Stade 3, tumeurs localement avicées.
avancé et le stade 4, c'est le stade métastatique. La classification TNM 2010, si vous voulez je que termine. Dr Benakila fasse un tour, Oui, d'accord, mais si vous ne voulez pas, vous prenez tout le temps. Hein? C'est la dernière. D'accord. Donc, cette classification permet de déterminer les facteurs périthérapeutiques d'Amico. Donc, il y a 3 groupes de risques, risque faible, modéré et le haut risque. En conclusion, en Algérie, l'allongement rapide et continu de l'espérance de vie, meilleur accès aux soins, meilleures conditions de dépistage et diagnostic. Il faudrait s'attendre à une augmentation du nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate. Il est donc essentiel de sensibiliser et former le médecin généraliste, qui est l'acteur central du dépistage individuel. Il doit faire face en premier à la demande d'information et prendre la décision en accord avec son patient, disposer de plus de moyens pour le dépistage par la standardisation du dosage du PSA, kit, normes et toucher rectal, et d'élaborer des consensus à l'échelle nationale en respectant les recommandations. Je vous remercie. Deuxième